Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes posés, que vous avez un carnet de notes à côté de vous ou un Google Doc ouvert parce qu'on va parler des questions que j'ai eues au test technique sur JavaScript, Node et React. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un peu mon parcours pour que vous vous fassiez un peu une idée de ce à quoi s'attendre quand on a ce genre de test et qu'on est débutant. Parce que ça a été mon cas quand je les ai passés. Je les ai passés entre février et avril de l'année dernière, en 2020. J'avais à mon arc 5 mois de formation en dev et un portfolio. Et c'est tout. Donc j'étais vraiment très junior. Et je trouve que c'est important de le préciser, là, d'entrée de jeu, parce que si vous aussi, vous êtes nouveau ou nouvelle dans le métier, ça peut vous donner une idée assez réaliste du type de questions que vous pourriez avoir, vous aussi, parce que les tests, en fait, se font par niveau. On peut vous donner un test, par exemple, à un niveau débutant ou intermédiaire, qui soit adapté donc à votre propre expérience. Et ça peut aussi vous donner une idée du type de score que vous pourriez obtenir. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous présenter les conditions dans lesquelles ces tests-là se font, et ensuite le contenu même des questions. Déjà, en termes de plateforme sur lesquelles se déroulent ces tests-là, pour ma part, j'ai passé les tests sur 2 sites, sur Coding Game et Skill Value. Alors, déjà, Coding Game, je vous arrête tout de suite. Si jamais vous avez déjà fait les exercices d'algo sur le site de Coding Game et que vous en avez bavé, ne vous inquiétez pas parce que les tests techniques de Coding Game sont très différents des exos d'algo. Ils sont beaucoup plus abordables. Comment on accède aux tests ? Le recruteur vous envoie un lien par email. Pour ce qui est de Coding Game, je me souviens que j'avais reçu un lien qui m'avait mené vers un test qui en fait regroupait toutes les technos sur lesquelles j'étais interrogée, donc JS, Node et React essentiellement. Par contre, Skill Value, j'avais reçu plusieurs liens qui en fait menaient vers un test qui lui portait que sur une seule techno, quoi. Donc j'avais eu comme ça une bonne demi-dizaine de liens entre les tests liés aux techno et les tests liés à des exercices pratiques. Vous arrivez sur le lien en question et là vous avez une présentation des conditions dans lesquelles vont se dérouler le test. Donc à chaque fois on vous dit la durée. Pour ce qui est de Coding Game, je me souviens que la durée avait été de 1h19, c'est assez précis. Et par contre, Skill Value, c'était des tests de 20 minutes chacun, à peu près. Il faut aussi savoir qu'il y a un temps maximal qui peut être imposé pour chacune des questions du test. Donc typiquement, je me rappelle que sur Skill Value, les questions les plus courtes, j'avais entre quelques secondes, je crois, et 1 minute pour y répondre. Sur Coding Game, l'exo le plus long que j'ai eu, je me rappelle avoir eu 30 minutes pour y répondre. Donc voilà, ça dépend vraiment de la complexité de la question. Il y a quelque chose à savoir aussi par rapport à la durée, qui je trouve est important, c'est que le recruteur sera au courant du temps que vous aurez passé à répondre à chacune des questions. Typiquement, il pourra savoir si vous avez ouvert un autre onglet pour aller Stack Overflower votre question. Je vous dis ça, pourquoi ? Parce que déjà, un recruteur me l'a dit, le recruteur qui m'a soumise au test de Skill Value me l'a complètement dit, il a été transparent là-dessus. Et je pense aussi que ça peut être un critère discriminant pour le recruteur, dans le sens où il peut se dire que moi j'ai envie d'avoir une recrue qui soit capable de répondre du tac au tac sur telle question, plutôt que quelqu'un qui va aller effectivement consulter une ressource pour pouvoir le faire, pour pouvoir répondre. Franchement, après, au-delà de ça, moi, de ma propre expérience, vraiment pas d'inquiétude parce que honnêtement, j'ai Stack Overflowé toutes les questions dans la mesure du possible de tous mes tests. Voilà, j'ai tout double, triple, quadruple checké et pourtant, ça m'a pas empêché d'obtenir un score correct et aussi d'avoir des réponses favorables de la part des recruteurs. Une autre condition aussi qu'on vous énonce au début du test, c'est le fait que le test ne peut pas être interrompu. Maintenant, vous avez toutes les infos, on va dire, préliminaires en main. Vous cliquez sur « Je démarre le test ». Et là, vous débarquez sur l'interface même du test. Alors, je me souviens que celle de Coding Game, elle était très user-friendly. Il y avait du jaune, les boutons, il y avait une police assez grosse.
on était vraiment à l'aise. C'était un peu comme un jeu, quoi, coding game. Ouais, c'était comme un jeu. Il y avait un aspect vraiment ludique, je trouve, dans lui. Et du coup, ça m'a mise à l'aise. Et je trouve que c'est important de le dire parce que un test technique, surtout quand on débute, c'est quand même une épreuve assez stressante. Et donc, on prend tout ce qu'on peut, quoi. On prend tout ce qu'on peut pour se détendre. Et je vous assure que une plateforme sympa, voilà, qui mette à l'aise, ça. C'est pas trop, clairement. Skill Value, par contre, c'est un site plutôt austère. Plutôt austère. Voilà. Ce qu'on remarque aussi, en fait, quand on commence les tests de façon générale, c'est qu'il y a deux types de questions. Il y a des questions théoriques et il y a des questions pratiques. Moi, pour ma part, dans les tests que j'ai faits, j'ai toujours eu les questions théoriques en premier. Le format des questions, c'était des questions à bouton radio et des questions ouvertes côté coding game, tandis que pour Skill Value, j'ai eu que des questions à bouton radio avec 4 choix de réponses possibles. Voilà, à peu près pour les questions théoriques. Et là, dans cette vidéo, moi, ce que je vous propose, c'est de me concentrer. Donc, on explore vraiment les questions de façon précise que moi, j'ai eu les questions théoriques. Et si vous voulez, on pourra parler des questions pratiques dans une autre vidéo parce que sinon... franchement, on y sera jusqu'à demain. Et je veux pas ça. Moi, je veux que vous soyez frais comme un gardon demain pour pouvoir tout déchirer à votre test. Ok? Donc du coup, les questions théoriques. Alors attendez, je vais reprendre mes notes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, et d'ailleurs je vous le recommande, c'est qu'à la suite de chacun de mes tests, j'ai essayé de me souvenir d'un maximum de questions que j'ai eues, et surtout des questions, on va dire, qui m'ont le plus marqué, les questions où j'avais eu un doute, par exemple, au niveau de la réponse, pour derrière avoir en tête un maximum de notions que je pouvais ressortir ultérieurement, éventuellement à d'autres entretiens, quoi. Donc vraiment, je vous recommande d'en faire autant. Et en fait, plus vous passerez des tests, et plus vous derrière, juste après vos tests, vous écrirez les questions que vous avez eues, les réponses que vous avez proposées et les vraies réponses en fait que vous aurez checkées par la suite sur Internet. Plus, vous vous constituerez une espèce de petite un éventail en fait de connaissances qui vous sera toujours utile si vous continuez à faire des candidatures par la suite et même au travail après, quoi. Du coup, ah oui, alors je me souviens qu'au test coding game, les premières questions que j'ai eues, elles avaient été sur HTML et CSS. Peut-être pour nous mettre en jambes, voilà, tranquillement, tout ça. Mais en vrai, les questions en question ont été des questions pièges, quoi. Des questions pièges pour certaines, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la première question que j'ai eue, c'est comment commenter en HTML. Et là, j'ai envie de dire, comment commenter en HTML? Je pense que je fais un CTRL-SHIFT-A ou je sais plus, CTRL 2 points là sur mon clavier dans VS Code, et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Clairement, la syntaxe exacte, j'ai pris ce qui me semblait être le plus réaliste, et en fait, c'était pas du tout la bonne réponse. À peu de choses près, hein, clairement, à un point d'exclamation près. Donc ça montre une chose en fait. Dans ces tests-là, demandez-vous si la question porte sur un automatisme. Vous voyez, est-ce que j'ai pour habitude de faire un raccourci pour pouvoir faire ce qu'on me demande? Oui, clairement. Donc du coup, je ferais peut-être bien de double-checker, même si la réponse me semble extrêmement évidente. Moi, je sais que si je l'avais fait, du coup, j'aurais pas répondu à côté et j'aurais commencé mon test avec au moins un point. Deuxième question, quel est le port par défaut de HTTPS? Là aussi, léger piège, parce que le port par défaut de HTTPS est 443. Je me rappelle, c'était une question à bouton radio, du coup, il y avait aussi 80 parmi les choix de réponse possibles. 80, c'est ce que j'avais répondu, alors que c'est le port de HTTP, pas de HTTPS. Donc attention. Pareil, alors il faut être vraiment bien attentif quand on lit les questions. Troisième question, quelles règles utilise-t-on en CSS pour indiquer les points de rupture auxquels doivent s'appliquer certaines propriétés? Alors il s'agit de médias, voilà. Ça, je pense que c'était la réponse la plus facile que j'ai eue dans cette rubrique-là. Et toujours dans les media queries,
Max width concerne-t-il la taille maximale de l'appareil ou de la fenêtre? Alors, il s'agit de la taille maximale de la fenêtre. Et pour ça, il y a un moyen assez facile de s'en souvenir. C'est que votre site est affiché dans une fenêtre qui est pleinement agrandie et vous décidez de mettre votre fenêtre de la caler à gauche. Du coup, elle prend plus que 50% de sa taille d'avant. Et là, normalement, si vous avez utilisé un max width, un min width et que vous avez un site responsive avec des media queries, c'est une autre media query qui est censée s'enclencher, quoi, une fois la fenêtre réduite. La fenêtre est réduite, n'est-ce pas? Pas l'appareil. Donc pour moi, ça c'est un petit moyen, je trouve, assez visuel, quoi, pour trouver la bonne réponse. Donc après ces quelques questions-là, j'avais noté des questions JavaScript aussi, que pareil, j'ai eu pendant les tests. Donc, quelle version de ECMAScript a introduit la déstructuration? C'est ECMAScript 2015 ou bien ES6. Quel est le framework à utiliser pour pouvoir réaliser des tests avec les fonctions describe et it? C'est Mocha. Je vais aussi glisser une question qu'on m'a posée à l'oral parce que je peux tout à fait imaginer qu'on la pose aussi dans un test technique. On m'a demandé en fait à quoi correspondaient les méthodes de tableau. Plus précisément, map, filter, sort et reduce, qui sont un peu les quatre, les big four, quoi, de ce genre de méthode. Si j'insère aussi cette question-là, c'est parce que personnellement, j'ai répondu en bafouillant, alors que ce sont des méthodes que j'utilisais tout le temps, et donc je savais les utiliser, mais par contre, pour les expliquer, c'était un peu plus compliqué, quoi. Donc, je vais vous proposer un exemple d'explication qui pourrait peut-être vous aider. Déjà, map, filter et reduce sont des fonctions qui renvoient toutes un autre tableau. Tandis que sort, elle va agir sur le tableau sur lequel on est en train d'itérer. Autre chose, donc, map. Map correspond à une méthode qui va, pour chaque élément du tableau, renvoyer un nouvel objet. Filter va renvoyer uniquement les objets qui répondent à une certaine condition énoncée. Reduce, c'est une méthode qui va faire s'accumuler les valeurs d'un tableau de manière à réduire le tableau à une seule valeur. Et sort, du coup, c'est une méthode qui permet de trier les éléments d'un tableau selon une règle précise. Donc ça peut être l'ordre alphabétique, l'ordre croissant, décroissant, enfin voilà, quoi. Donc vous voyez, moi ce que je vous conseille pour ce genre de questions-là qu'on vous pose, qu'on peut aussi vous poser du coup à l'oral, c'est d'avoir déjà des définitions comme ça, toutes prêtes, que vous pouvez débiter, quoi, sans trop réfléchir et sans trop trébucher, parce que ça peut vous décrédibiliser très facilement lors d'un entretien. En tout cas, ça a été mon cas. Alors maintenant, j'ai aussi plusieurs questions sur Node. Comment s'appelle le fichier où sont indiquées les dépendances d'une application package.json? Quelle est la bonne syntaxe pour importer un module? Alors je me souviens bien de cette question aussi, parce que c'était une question avec des boutons radio. Et il y avait 3 suggestions de réponse avec import et une avec require. Et la bonne réponse, c'était avec require, parce que les 3 import, en fait, comportaient tous au moins une erreur, quoi. Donc, encore une fois, ils essayent de nous piéger. Oui, d'ailleurs, si jamais vous vous posez la question, oui, on essaye de vous piéger au test technique. C'est complètement le but. Je peux comprendre, étant donné que c'est quand même un métier qui nécessite une rigueur sans faille. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc soyez particulièrement, encore une fois, attentifs, relisez bien les réponses, surtout si vous avez le temps. Autre question Node aussi que j'ai eue, à quelle position appelle-t-on une fonction callback dans une route? Donc en dernière position, c'est le dernier argument d'une fonction. Un des principes de Node. Donc ça aussi, c'était une question bouton radio. Et je me souviens plus des autres suggestions. Je me souviens juste de celle que j'ai choisie moi, et c'était l'event loop, ou bien la boucle d'événements. Et bon, comme ça me semble hyper fondamental dans Node, je pense que c'était la bonne réponse. Alors, une autre question assez basique par rapport à Node, qu'est-ce que Express? Express est un framework, c'était la réponse. Aussi, une autre question qu'on m'a posée sur Node à l'oral, qu'est-ce qu'une API REST? C'est une vaste question, je ne vais pas m'étendre dessus ici, mais ce genre de questions-là montre bien que si vous vous intéressez à des postes en bac, notamment, clairement,
ayez ce genre de définition en tête. Comme pour les méthodes de tableau dont je vous parlais un peu plus tôt, ayez ce genre de définition en tête, toute prête, que vous êtes capable de ressortir avec vos mots, sans vous décarcasser, sans patauger, quoi. J'ai eu d'autres questions périphériques aussi, justement, autour de cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire stateless? Qu'est-ce que le HTTP? Et notamment quand on fait des formations courtes, je sais qu'on n'a pas vraiment le temps de se pencher sur la théorie, alors que très clairement on peut y être confronté. Moi ça a été mon cas, j'ai eu plus souvent que le contraire des questions d'ordre théorique lors de mes entretiens, donc aussi bien à travers des tests écrits que des échanges oraux. Donc voilà, c'est vraiment important. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire une fiche avec toutes les notions clés que vous avez abordées lors de votre formation et ensuite faire des recherches sur chacune de ces notions-là et vous écrivez une petite définition que vous pouvez sortir lors de vos entretiens. Je pense que c'est une bonne manière de se préparer. Alors maintenant, les questions React théoriques, je les ai trouvées particulièrement challenging. Alors la première, pas trop, ça a été la plus abordable. Comment configurer les props dans un composant React avec la propriété default props. Alors, par rapport à default props, j'ai vu qu'il y avait en cours une PR en attente de merge et qui rendrait obsolète default props dans les composants sous forme de fonctions. Alors, c'est pas encore d'actualité, donc il est complètement possible que vous tombiez sur cette question et que default prop soit toujours la bonne réponse à apporter, d'autant plus qu'il y a aussi des composants sous forme de classe dans React. Donc voilà, mais c'est quand même une petite info qui peut être intéressant de suivre. Et après sur React, moi personnellement, je suis tombée donc sur des sujets que j'avais pas du tout vus en formation et que j'avais trouvé donc plus ardu. Je suis à peu près certaine d'avoir répondu à côté, mais du coup je me suis renseignée dessus et je vais vous en parler. La première de ces questions-là, c'est quelle est la seule méthode de cycle de vie utilisable dans un composant avec un rendu serveur, donc en SSR. Alors, je savais pas du tout, j'avais jamais fait de SSR en React, mais c'est visiblement component will mount, qui ensuite est devenu unsafe _ component will mount. Bon, comme vous pouvez le voir avec la syntaxe, c'est plutôt cracra. Du coup, je me suis un peu plus renseignée et j'ai vu qu'il existait une autre méthode aussi qui pouvait permettre d'utiliser toutes les méthodes de cycle de vie, il me semble, même en SSR. Cette méthode-là, c'est React DOM.hydrate, qu'on utilise du coup à la place de React DOM.render pour pouvoir instancier son application. Et pareil, ça peut être intéressant du coup de savoir ce genre de choses parce que je peux tout à fait imaginer, au vu de cette question-là, qu'on peut aussi tomber sur une question sur Hydrate. L'autre question un peu sur React que j'ai eue, c'est comment faire le rendu d'un composant en dehors du nœud parent avec la version 16 de React. J'avais jamais fait ça avant, jamais. Et en fait, je me suis renseignée aussi par la suite. Et c'est avec Create Portal. Et typiquement, React met dans sa documentation un exemple de l'utilisation de cette fonction-là, Create Portal. Donc là, vous avez en fait une div ici qui a un overflow hidden. Et cette div-là qui correspond à une sorte de... on va dire, qui fait penser un peu à une modale, on va dire, elle est enfant de cette petite div-là. Et ça, c'est possible grâce à Create Portal, qui permet en fait, dans l'arborescence de React, de mettre cet élément-là, enfant de celui-ci, mais par contre, dans l'arborescence du DOM, qui est vraiment rendu, comme on peut le voir d'ailleurs là, eh bien, la modale, vous voyez bien qu'elle n'est pas du tout enfante de Uproot, où se trouve cette div-ci. Ce sont bien deux divs distinctes qui ont pour lien, qui sont des divs sœurs, en fait. Et du coup, alors, c'est quoi l'avantage ? Typiquement, étant donné que dans l'arborescence React, cette div-ci est enfant de celle-ci, et que sur cette div-là, on a un événement onClick, qui va incrémenter ce compteur-là. Ça veut dire qu'en fait, si je clique ici, évidemment, le compteur s'incrémente, mais si je clique ici, il s'incrémente aussi, vu que l'événement est propagé à l'enfant. Vous voyez ? Mais en même temps, vu que dans le DOM, cet élément-là n'est pas enfant de celui-ci,
il n'est pas soumis au overflow hidden de cette petite div-là, et donc on peut le styliser avec beaucoup plus de souplesse. Donc ça peut permettre du coup de résoudre un certain nombre de problèmes, on va dire, en termes de style, entre deux composants qui sont censés être liés dans le code, quoi. Et là, en l'occurrence, à travers la gestion du state. Autre fonction, effectivement, qu'il est intéressant de connaître, et ça montre effectivement que les questions qu'on peut avoir sur React peuvent aller un peu plus loin que celles qu'on a en formation. Là, on arrive au terme des questions théoriques que moi j'ai relevées, que j'ai trouvées intéressantes pendant mes entretiens techniques, mes tests techniques. Je vous présenterai donc les exercices pratiques dans une autre vidéo. Quand on finit un test technique, ce qu'il se passe, c'est que on reçoit instantanément, moi j'ai reçu instantanément mes résultats par email. Pour ce qui est de Coding Game, voilà, comme vous pouvez le voir, le truc vraiment bien, c'est qu'on reçoit les résultats dans un format PDF. On a plusieurs scores qui apparaissent, donc un score global, un score par techno, et aussi un score, donc pour chacune des technos, on a plusieurs scores, sur les connaissances du langage, la fiabilité et la résolution de problèmes. Donc la fiabilité, je sais pas trop ce que c'est. Par contre, la connaissance du langage, justement, ça correspond aux questions théoriques qu'on vient de passer en revue. Et la résolution de problèmes, c'est lié aux questions pratiques. Et vous voyez, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on voit là pour JavaScript que les questions théoriques sont notées sur 522, à contrario des questions pratiques qui sont notées, elles, sur 245. Donc ça montre vraiment le poids des questions théoriques et leur importance, l'importance de se bâtir quand même une bonne assise, quoi, en termes de connaissances théoriques quand on aborde les entretiens. Donc voilà, un bon petit PDF sympa qui du coup est facile à partager aussi derrière à d'autres recruteurs potentiellement, d'autant plus que comme vous pouvez le voir ici, le résultat, le document n'est pas du tout associé à une entreprise en particulier. Alors Skill Value en revanche, comme vous pouvez le voir, fait plutôt le choix encore une fois, de la simplicité. Autre détail, quand on reçoit les résultats, le recruteur les reçoit aussi, et du coup il peut rebondir dessus pour reprendre la conversation avec vous. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir vue. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations utiles pour vos candidatures, et je vous les souhaite d'ailleurs pleines de succès. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à commenter. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez eu comme question au test technique, si vous en avez déjà passé, ou bien le type d'appréhension ou bien d'interrogation que vous avez par rapport à ce type de test. Et puis enfin, abonnez-vous pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous.